Yannick Jadot. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur le plateau de LCI ce matin. Samedi, Emmanuel Macron a secoué sa majorité qui avait refusé de rallonger le congé pour deuil d'un enfant de 5 à 12 jours. La ministre Muriel Pénicaud a reconnu que c'était une bêtise. Bon, faut avouer, moitié pardonné. La polémique est close ce matin ? La polémique sera close quand l'Assemblée nationale, avec le Sénat, voteront effectivement l'extension de 5 à 12 jours du congé deuil pour les parents. Mais ça révèle tellement que ce gouvernement est animé par une forme de technocratie froide venant de Bercy, où on a vraiment l'impression que tout est déshumanisé, que ce sont simplement des feuilles Excel qui servent aux décisions de ce gouvernement. On pourrait faire une liste assez effroyable de cette arrogance technocratique qui nous gouverne. Souvenez-vous, les APL pour 5 euros. Encore une fois, là, on a un président qui dit « faisons un peu d'humanité ». Mais on parle de parents en deuil de leur enfant. Ça va pas nous faire le trou de la sécu. Donc il y a une forme d'arrogance, de technocratie, d'inhumanité permanente, d'incapacité. Mais enfin, vous vous rendez compte que la ministre vient défendre le refus d'une proposition UDI. Donc c'est leur camp, c'est centriste. Et elle le fait sur un mode ça va coûter cher, il n'en est pas question. Mais franchement, on a vraiment l'impression que, encore une fois, on est gouverné par des gens qui ne connaissent rien de la vie, qui ne connaissent rien des difficultés des Françaises et des Français, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient comme ça, familiales, humaines, simplement humaines. Et est-ce que c'est aussi de l'hyper-technocratie ? Bien sûr. C'est Bercy qui dirige ce pays. C'est Bercy qui dirige. C'est Bercy. Bien sûr. Regardez sur les retraites, regardez surtout. On a toujours l'impression qu'on est dirigé par des comptables qui veulent nous faire rêver autour d'une feuille Excel. C'est dramatique, ça divise notre pays, ça crée une défiance absolue vis-à-vis de la politique. Emmanuel Macron, lui, est intervenu samedi, il était un peu en surplomb, voilà, il plonge et il dit à sa majorité, bon maintenant ça suffit, vous revenez à de meilleurs sentiments à l'égard de cette proposition centriste. Pourquoi il le fait ? Parce que d'un seul coup, le débat public s'est emparé de ça. Il ne le fait pas parce qu'il trouve que le vote est un vote aberrant, c'est parce qu'il voit l'émotion suscitée par cette décision vraiment dramatique de la part du gouvernement, suivie bêtement par la majorité parlementaire. Et d'un seul coup, il voit l'émoi suscité dans la société. Ils disent « Ah bah attention, on en parle partout, donc du coup, faites un peu plus d'humanité ». On ne rectifie pas la décision parce qu'elle est inhumaine, on rectifie parce qu'il y a un émoi dans le pays. Il y a une forme d'insincérité. Pour vous, si ce que je vous écoute, c'est de l'opportunisme, une espèce de réaction tardive. Et l'insincérité. On répare parce qu'on a peur du scandale, pas du tout par sincérité. Mais non. D'ailleurs, l'insincérité, c'est aussi le terme employé par le Conseil d'État sur la réforme des retraites. Donc vous voyez bien qu'on est, aujourd'hui même, les institutions qui défendent le droit parlent d'insincérité de ce gouvernement. Et de quoi relève alors le fait que la circulaire Castaner sur le nuançage politique ça s'appelle de la magouille politique. A été retoquée. Ça s'appelle de la magouille politique. Comment ça ? On rappelle que c'est une circulaire qui voulait limiter le nuançage politique, c'est-à-dire la coloration politique des partis, aux communes au-dessus de 9000 habitants et non plus aux communes de 1000 habitants. Voilà, je rappelle. Ça a été retoqué. Ça voulait dire qu'en fait, 95-96% des communes n'auraient pas été prises en compte le soir dans l'annonce des résultats. C'est plus de la moitié de la population française. 50% des électeurs, oui. Oui. Donc là, on est dans un tripatouillage politique pour essayer d'améliorer les scores de La République En Marche. Là, on est véritablement, y compris dans le sens juridique, de l'insincérité, c'est-à-dire qu'on est proche de la malhonnêteté politique. Le gouvernement, disait-il, voulait éviter les erreurs de coloration, puisqu'il y avait beaucoup de maires aussi auparavant qui se plaignaient du fait qu'ils avaient un nuançage un peu arbitraire, alors qu'ils voulaient rester apolitiques. Ça partait pas d'un bon sentiment ? Vous parlez de magouille ? Ah oui, oui, oui. À partir du moment où vous excluez
plus de 95% des communes, plus de la moitié du corps électoral, ça s'appelle de la malhonnêteté politique. Il y a eu une volonté de détourner le résultat de sa réalité, il y a eu une volonté de biaiser le résultat à son avantage, et je suis sidéré qu'un ministre de l'Intérieur, en 2020, continue dans ce type d'approche qui nous renvoie à les magouilles du passé où on changeait la carte électorale juste avant le vote pour améliorer le résultat. Et j'ai même vu Pisani-Ferry, qui est quand même l'un des conseillers qui a porté la campagne d'Emmanuel Macron, attaquer Jean Pisani-Ferry, attaquer le ministre de l'Intérieur en disant c'est pas possible que ce soit encore un ministre de l'Intérieur qui, quelques semaines avant un scrutin, tente de le manipuler. Je vous entends ce matin, vous dites scandale, c'est Bercy qui gouverne, magouille politique. Vous êtes le monsieur tape dur Non, mais moi, vous savez, je suis extrêmement inquiet pour mon pays. Je pense qu'on est dans une situation de burn-out social, on le voit bien, de burn-out démocratique. Et nous avons une responsabilité, nous élus, d'où qu'on soit d'ailleurs, de quelle que soit la formation politique à laquelle on appartient, d'apaiser, de réconcilier, de retrouver la confiance des électrices, des électeurs, des citoyens. Et vous savez, il y a une valeur en politique que ce gouvernement semble avoir oubliée, c'est le courage, l'honnêteté et le fait de tenir ses promesses, de tenir ses engagements. Malheureusement, là, on voit qu'il y a une dérive de notre pays, il y a une sorte on est sur un toboggan et on est tous présents. Qui peut nous mener avec une victoire du Rassemblement national en 2022. Et donc, nous avons une responsabilité politique aujourd'hui, y compris de faire nôtre la colère des Français, mais pas pour la nier comme le fait ce gouvernement, pas pour l'instrumentaliser comme le font les extrêmes, mais pour apporter des réponses, apporter des solutions concrètes aux difficultés du quotidien de nos concitoyens. À propos des municipales, mais quand par exemple vous jugez scandaleuse la candidature d'Édouard Philippe au Havre ? Vous trouvez que notre pays va suffisamment bien? Vous trouvez que ce gouvernement gouverne suffisamment bien en professionnalisme, en compétence, quand le Conseil d'État renvoie le projet de loi sur les retraites en disant que c'est insincère, que ça n'est pas clair, que les Français ne comprennent rien, quand ce que vous avez dit sur la circulaire Castaner, elle est aussi renvoyée, quand vous voyez le niveau d'amateurisme, de manque de sérieux de ce gouvernement, et le Premier ministre qui devrait être là pour ouvrir un débat sur l'hôpital, pour qu'enfin on soutienne l'hôpital public. On a notre éducation nationale aussi qui est en burn-out, notre police, nos pompiers. Électeurs, le Premier ministre a été clair, il dit je viens au Havre, je fais la campagne, je tire la liste d'une certaine façon, et ensuite je laisserai ma place parce que ma mission n'est pas terminée à Matignon. Juste la question. Ce ne sont pas aux électeurs de trancher. Mais j'espère qu'ils trancheront et ils sanctionneront Édouard Philippe. Mais Édouard Philippe est le Premier ministre de tous les Français. Mais ce serait scandaleux qu'il soit élu au Havre. Est-ce que de la même façon, vous dites c'est une candidature scandaleuse, ce serait scandaleux qu'il soit élu au Havre, maire de Paris qu'il soit élu maire du Havre, pardon. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que votre lapsus raconte... Ne me mettez pas ça Non, ce que je veux dire, raconte toute la confusion de ce gouvernement. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, potentiellement, il est à Paris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Édouard Philippe, il considère que sa priorité, ça n'est plus les difficultés des Français et de sortir de cette crise sociale, de cette crise démocratique. Est-ce que quand vous entendez qu'Agnès Buzyn, alors qu'on a toujours nos hôpitaux publics qui sont en grève, on n'a toujours pas répondu aux difficultés de l'hôpital public. Elle pourrait être candidate à Paris. Est-ce que la responsabilité c'est scandaleux de s'engager? C'est pas un peu démago quand même? Non. De considérer qu'on ne puisse pas s'engager aussi sur le terrain. Vous dites qu'ils sont déconnectés. Il y a une élection municipale. Mais franchement, aussi elle est près des électeurs. Vous ne pensez pas que c'est un boulot à plein temps, Premier ministre? Moi, je pense que vu l'état de la santé dans notre pays, ministre de la Santé, c'est un boulot à plein temps. Vu l'état de dégradation sociale. La dernière enquête de l'IFOP montre que 45% des Français sont révoltés, 28% des Français sont résignés. C'est-à-dire que vous avez quasiment les 3/4 des Français qui, aujourd'hui, sont soit en colère, soit ne croient plus à la politique. Et vous pensez qu'un Premier ministre, dans l'état de difficultés, de division, de tension, de violence dans notre pays,
la responsabilité du Premier ministre d'aller faire campagne au Havre? Je ne crois pas. La solution, c'est Europe Écologie Les Verts? Il est certain que les écologistes, en tout cas, eux, ils font leur mandat, ils tiennent leurs promesses, ils tiennent leurs engagements. Et aujourd'hui, je l'ai dit, les écologistes veulent réconcilier les Français, les apaiser autour de réponses concrètes, pertinentes, crédibles, efficaces. Quand on est... Regardez, en ce moment, on a plus de 20 degrés dans le sud de la France, on a eu les feux en Australie, on a la pollution de l'air, on a la canicule, on a des problèmes d'agriculture et d'alimentation. Nous avons des réponses concrètes. Les élections municipales, c'est l'occasion extraordinaire de redonner aux Françaises et aux Français la maîtrise de leur vie, leur déplacement, leur logement, leur alimentation. Vous étiez à Perpignan vendredi, Yannick Jadot, parce que vous faites un tour de France, vous allez soutenir vos candidats. Vous êtes en mesure, pensez-vous, d'inquiéter Louis Alliot, qui est le candidat Rassemblement National et favori pour l'instant dans les sondages? C'est bien l'objectif de la campagne que nous menons. Qui défie le maire Pujol. Hein. Absolument. On ne se résigne pas au fait qu'une grande ville comme Perpignan passe au Rassemblement National. C'est une ville qui connaît un désespoir social incroyable. Mais c'est une ville qui a des richesses aussi extraordinaires. Et les écologistes, ils ne vont pas en campagne à Perpignan simplement pour battre le Front National. Ils y vont pour apporter des réponses du quotidien. C'est ça qui est extraordinaire dans cette campagne municipale. Vous voyez bien, il y a 2 ans et demi, le paysage politique se recomposait autour d'Emmanuel Macron. Dans ces municipales, le paysage politique se recompose autour de l'écologie. Autour de vous. Autour de l'écologie et un peu autour de nous. Vous êtes le nouveau Macron. Non. En termes de recomposition politique. Autour de l'écologie, la force. Macron, finalement, il incarnait un personnage de rupture. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, son récit, sa ligne politique, personne ne la comprend finalement. Là, en revanche, la force de l'écologie, c'est que c'est une matrice qui dit comment on relocalise l'emploi. Mais tout le monde est écolo. Tout le monde est écolo dans cette campagne. Pourquoi tout le monde est écolo, Madame Artichoux? Pourquoi tout le monde est écolo? Parce que tout le monde a peur du vote écolo. Donc tout le monde en met... Non, parce que c'est un enjeu de fond. Mais pourquoi? Parce que nous l'avons porté. Que tout le monde prend en compte maintenant. Tant mieux. Merci la génération climat, merci les scientifiques, mais merci aussi aux écologistes. Et quand je vois à Paris comme ailleurs, les candidats mettre tous leur dépliant, leur le skimètre, leur tract, leur proposition, tout est vert. Alors attendez, tout est vert. 70 000 arbres à Paris, veut Anne Hidalgo. Déplacer la gare de l'Est pour faire un immense parc, veut Benjamin Griveaux, donc à Paris. Les candidats voient grand, tant mieux. Mais tant mieux. Voient grand pour l'environnement. Moi, je suis ravi. Mais vous, à côté, vos propositions, je suis ravi. Mais ils le font tous parce qu'ils ont peur du vote écologiste. Et à un moment donné, est-ce que, si vous voulez que nos villes soient résilientes par rapport aux canicules, si vous voulez une bonne alimentation pour nos enfants, bio, local, si vous voulez combattre la pollution de l'air, si vous voulez que les enseignants, les infirmiers, les infirmières, les artisans puissent vivre en centre-ville, vous faites confiance à ceux qui ont ignoré ces questions-là pendant longtemps et qui d'un seul coup... Ils ne sont pas crédibles. Ils avancent. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont les écologistes aujourd'hui qui ont construit ces solutions, qui doivent prendre le volant. On ne va pas... l'original et pas la copie, comme disait... Choisissez les plus crédibles. Choisissez ceux qui ne trembleront pas face au lobby. Choisissez ceux qui veulent, avec vous, construire la ville de demain. Maîtriser sa vie, maîtriser sa ville, c'est ça le programme des écologistes. 3 questions assez rapides, si vous voulez bien. Stanislas Guérini, le patron du parti La République En Marche, samedi a édicté une règle de front républicain. S'ils sont en 3e place et que le Rassemblement National était susceptible de l'emporter, ils se désisteraient ou ils fusionneraient. Tout pareil ? Vous aussi ? Les écologistes ont toujours pris leurs responsabilités face au Rassemblement National, face à l'extrême droite. Il n'y a jamais eu aucune ambiguïté des écologistes par rapport à ce sujet. Et il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Vous désisterez, mais on vous verra, fusionnerez. On verra les situations arriver. Non, mais autant le dire avant. Mais non, mais par principe, on a toujours pris nos responsabilités face à l'extrême droite. Yannick Jadot, il y a une femme patronne dont on va beaucoup parler dans les jours qui viennent. Elle fait beaucoup pour la transformation de son entreprise vers le zéro carbone. C'est Isabelle Cocher, elle est la patronne de GDF, de Engie, pardon.
avec GDF, une entreprise stratégique pour l'énergie. Et on découvre, notamment hier dans le journal du dimanche, qu'elle pourrait être débarquée. Elle s'inquiète effectivement d'être désavouée dans les jours qui viennent. Bon, c'est quoi? C'est une manœuvre du patronat? Non, parce que, il faut souligner que c'est la seule femme patronne du CAC 40. La seule représentante femme présente au CAC 40, c'est-à-dire absolument. La société et que surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est en train de faire évoluer Engie d'une entreprise qui a été extrêmement investie sur les énergies fossiles, le nucléaire. Elle est en train de sortir de ces activités-là pour faire du service en matière d'efficacité et développer les énergies renouvelables. Tout n'est pas parfait chez Engie, mais cette capacité qu'elle a eue, y compris à se séparer d'un certain nombre d'activités extrêmement polluantes, c'est très positif. Et effectivement, moi je soutiens cette femme qui est en train de faire changer un grand groupe énergétique français vers ce que nous portons. La révolution climatique, la révolution énergétique, l'efficacité dans nos logements. Au moment où le gouvernement sacrifie le budget du logement... Pourquoi hier, elle nous explique qu'elle est sur un siège éjectable? Mais parce qu'il y a un combat au sein du conseil d'administration, parce qu'elle est en rupture par rapport à Mestrallet qui dirigeait Engie avant elle, parce qu'elle bouscule tout le monde. Parce qu'elle bouscule tout le monde. Effectivement, elle est menacée. Et moi, je demande au gouvernement de soutenir Isabelle Kocher. Je demande à Emmanuel Macron de la soutenir. Le gouvernement... Le président doit s'engager publiquement. Bien sûr, parce que l'État est actionnaire, et le premier actionnaire d'Engie. Il n'est pas question qu'on soutienne la vieille garde industrielle de ce pays. On a une femme qui fait des choses de qualité, soutenons-la et aidons-la à faire que la France fasse beaucoup plus sur le climat qu'elle ne le fait aujourd'hui. Et donc, ce matin, vous demandez au président Macron de la soutenir publiquement pour qu'elle ne soit plus fragilisée dans la perspective. Que l'État s'engage à soutenir cette transition énergétique et cette femme de courage. Est-ce que vous êtes mis là? Je soutiens... Est-ce que vous êtes solidaire sans aucune réserve? Sans aucune réserve. Les propos qu'elle a tenus étaient déplacés, injurieux. Mais qu'elle soit attaquée sur son homosexualité, qu'elle soit menacée ou de viol, de mort, est absolument insupportable. Nous devons nous mobiliser pour qu'on puisse, dans ce pays, critiquer les religions, quelles qu'elles soient, et nous devons défendre. C'est une gamine de 16 ans. C'est une gamine de 16 ans qui ne peut plus aller en cours, qui est menacée de viol, qui est cyber-harcelée tous les jours, qui est menacée de mort. Où est la gauche, s'interrogeait sur LCI il y a une semaine dans l'émission de David Pujadas. Où est la gauche dans cette affaire? Mais j'en sais rien. Moi, je suis Yannick Jadot. C'est quand même une question. Je ne représente pas la gauche. Nos principes républicains ont été piétinés. C'est une tribune très forte d'Elisabeth Badinter, Marcel Gauchet, Jacques Julliard. Nous paierons cher cette lâcheté face à nos principes républicains. Mais moi, je défends écrivent-ils à propos de cette inertie d'un certain nombre de responsables politiques, associations féministes, etc. Je suis extrêmement clair sur ces questions-là. Je le suis ce matin devant vous. Je trouve que les attaques sur cette gamine sont absolument inacceptables. On peut insulter les religions en toute liberté. On peut insulter les religions. Ça s'appelle le droit c'était la liberté d'opinion. Je ne dis pas que c'est forcément malin à chaque fois. Je dis que c'est la liberté d'expression. On doit pouvoir critiquer des religions. Elle l'a fait de manière injurieuse, mais c'est une gamine de 16 ans. Ça dit quoi la société française ? Ça dit aujourd'hui que nous avons un rapport ambigu à la laïcité, que nous avons un rapport très ambigu à la critique des religions. Ça dit que beaucoup des croyants dans ce pays, quelle que soit leur religion aujourd'hui, se trouvent entre, si vous voulez, poussés par les extrémistes des religions à finalement éteindre toute possibilité de critique vis-à-vis de la religion. Ça dit que nous devons reprendre ce combat de la laïcité avec beaucoup plus de fermeté, parce que trop de croyants dans nos pays sont à la fois potentiellement stigmatisés pour leur religion, mais ne peuvent plus avoir un discours libre, ouvert par rapport à leur religion. Les croyants et les non-croyants. Bien sûr. Merci Yannick Jadot d'avoir été ce matin sur LCI. C'est à vous Pascal.